Alors Cédric, bonjour, rebonjour. La presse internationale annonce la fin du chocolat. Pourquoi ces titres alarmistes? On a une problématique avec le cacao que l'on connaît depuis un petit moment. On a affaire en ce moment à une croissance de la demande mondiale. Donc plus il va y avoir de demandes, plus forcément les gens s'inquiètent sur la capacité de production de cacao. Mais il semble quand même qu'on ait des risques à court terme et des risques sur le long terme. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre un petit peu quelle était la situation du cacao, de comprendre à peu près les dures réalités qui pesaient sur les cacaoculteurs, comprendre le cycle des pressions et surtout voir quelles étaient les solutions que l'on pouvait proposer. Donc la première animation qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les dures réalités du planteur et elles viennent de démarrer. Alors, il y a 3 piliers pour mettre en place un développement durable. On le sait, c'est le pilier économique dans un premier temps, gagner de l'argent. Deuxièmement, le pilier environnemental pour respecter le monde qui nous entoure. Et le pilier social qui est de respecter les hommes. Et quand on arrive à avoir la conjonction de ces 3 facteurs, à ce moment-là, on a un monde durable devant nous qui se met en place. Et donc, la question, c'est est-ce que la cacaoculture ivoirienne est dans une situation de durabilité ? Donc la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est le cadre économique et on se rend compte que les vergers ivoiriens sont vieillissants. Le premier graphique que vous voyez, c'est à peu près l'âge des vergers, des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Et on voit que la plupart des cacaocultures, la plupart des vergers en Côte d'Ivoire ont beaucoup plus de 16 ans. Donc forcément, si vous avez une plantation qui a un certain âge, la question suivante qu'il faut qu'on se pose, c'est celle de sa productivité. Et on se rend compte là aussi également que lorsque les plantations ont de 4 ans jusqu'à peu près 20 ans, la production est toujours en train de grandir. Mais attention, à partir de l'âge de 20 ans, la production baisse. Et donc c'est un petit peu ce facteur aussi de la productivité des vergers ivoiriens qui est un petit peu le marché à l'heure actuelle. Et vous voyez bien qu'entre les vieillissements des vergers et la productivité des vergers, vous avez bien un lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Alors, question, là, on termine avec ce cadre parce qu'il y a des questions qui pleuvent actuellement sur notre site. On y va? Oui, si, on peut y aller. Alors, la question, en 2011, comme celui qui nous écrit là maintenant, en 2011, la Côte d'Ivoire produisait 1,5 million de tonnes de cacao. L'an dernier, 1,8 million de tonnes. N'est-ce pas contraire aux prévisions? Si, absolument. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que déjà en 2011, on avait ce qu'on appelle sur la saison 2010-2011, on a eu la pluviométrie très favorable. C'était le phénomène de La Niña et on le sait, chaque fois que La Niña se manifeste, on a une très belle pluie. Ensuite, donc, là, on avait affiché 1,5 million de tonnes de cacao. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que malheureusement, parfois, il y a une contrebande du cacao et parfois, le cacao va partir sur le Ghana, parfois, il va partir vers le Libéria, vers la Guinée. Il faut regarder les autres facteurs que l'on a eus. Rappelez-vous que pendant la crise socio-économique de Côte d'Ivoire, sociopolitique, le Burkina Faso était subitement devenu un producteur de cacao. On voyait le Burkina Faso exporter du cacao. Donc, il y avait bien une fuite du cacao vers le Burkina Faso. Une fois que le cacao ne fuit plus, grâce à la paix, les chiffres redeviennent intègres pour le pays. Ensuite, on a eu une augmentation du prix. Donc, lorsque le prix est devenu meilleur en Côte d'Ivoire, il n'y avait plus de contrebande pour le faire partir vers le Ghana. Donc, de nouveau, on voyait le cacao partir vers les ports et on pouvait à nouveau compter le cacao. Troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est ensuite on a eu Ebola. Quand on a eu Ebola, on s'est rendu compte que le cacao qui pouvait partir, fuir entre guillemets vers le Libéria et vers la Guinée, ne pouvait plus s'évader. Donc le cacao, à ce moment-là, recommençait lui aussi à partir vers le port de San Pedro. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que nous avons vu avec un chiffre de 1,8 million de tonnes, c'est la vérité de la production de Côte d'Ivoire, sans fuite vers le Burkina Faso, vers le Ghana ou vers le Libéria et la Guinée. D'accord. Avant de passer à la prochaine question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rattraper, parce qu'on sait que le Burkina n'est pas producteur de cacao, mais si on le voit exporter le cacao, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de porter plainte? Alors ça, ce sont des questions, j'ai envie de dire, qui sont plutôt diplomatiques. C'est vrai qu'à un moment, pendant la crise, on savait que le cacao partait par le Burkina Faso, mais le Burkina Faso n'a pas de port. Donc il partait au Burkina Faso et ensuite on le revoyait partir soit vers le Togo, soit vers le Bénin. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs pays qui sont impliqués dans ça. Mais de nouveau, si vous avez un pays dans une difficulté socio-économique, socio-politique, comme ça a été notre cas pendant un petit moment, c'est difficile malheureusement d'aller après attaquer les États voisins en disant attention, vous participez à une contrebande. Alors, la carte des impacts du changement climatique montrait que la cacaoculture serait très difficile en Côte d'Ivoire d'ici 2050. Est-ce possible? Alors oui, c'est possible. Alors pour ça, il faudrait tout à l'heure, on avait mentionné ce risque, mais il faudrait qu'on relance un petit peu l'animation qui a été suspendue. Je ne sais pas si on peut le faire
faire en ce moment à Allez-y, l'écran. allez-y, Voilà. allez-y. Quand on parlait du cadre économique tout à l'heure, on sait qu'on a une taille moyenne de plantation qui est inférieure à 5 hectares. C'est ce qu'on a vu. Nos plantations sont plus âgées que de 20 ans. Donc forcément, elles sont en train de baisser en productivité. Donc la productivité moyenne inférieure d'une plantation de cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 500 kg par an et par hectare. Et la conclusion, c'est que le planteur, lui, se retrouve avec un revenu net moyen qui est inférieur à 2 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura acheté ses intrants, une fois qu'il aura acheté les pesticides, qu'il aura acheté un petit peu comment on appelle ça, ses engrais, on se rend compte qu'effectivement, son revenu, lui, va se retrouver affecté. Voilà. Alors malheureusement, je ne sais pas, peut-être qu'on a mal fait les choses avec notre animation, parce qu'elle est encore bloquée sur ça. Voilà. Donc, la question suivante que l'on va se poser, je suis vraiment désolé, il semblerait qu'on a mal préparé ce matin notre travail préparatoire. La deuxième question qu'on se pose, c'est si les gens gagnent de l'argent avec le cacao, entre guillemets, comment se répartissent les revenus entre le planteur et tous les différents acteurs. Donc ici, on a essayé de regarder, grâce à une publication de 2015, la répartition du prix. Si vous avez 100 francs qui sont gagnés dans le cacao dans le monde entier, vous vous rendez compte que 44 francs vont aller chez le distributeur, la vente au détail, en Europe, aux États-Unis, etc. 35 francs iront à peu près chez le fabricant de chocolat. 7,6 francs iront chez le broyeur qui est lui en Côte d'Ivoire. Et le planteur, lui, ne va gagner que 6,6 francs de cacao sur les 100 francs. Donc ça, c'était l'analyse du cadre économique. Maintenant, il faut comprendre aussi quel est le cadre social, la réalité de vie de notre planteur. Donc la moyenne d'âge du planteur ivoirien est de 49 ans, ce qui fait qu'il est déjà très âgé et déjà très fatigué. Le foyer moyen d'un planteur, le nombre de personnes qui vivent dans sa famille, c'est 8 personnes. Vous comprenez qu'avec 2 millions de francs CFA, 49 ans, 8 personnes, c'est difficile. Autre problème social que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas encore parfaitement réglé le droit de propriété terrien. On a une loi de 98, malheureusement elle est difficile à appliquer pour les planteurs, donc le droit de propriété terrien, lui, est le plus souvent informel. Et l'autre problématique que nous avons, c'est que nous avons un faible taux d'alphabétisation. Donc comment arriver à accéder au savoir pour être capable de remettre en place, entre guillemets, tous les savoirs nécessaires. Dernier élément, vous savez que dans l'ancien temps, on avait la SATMACI qui faisait l'encadrement des planteurs. La SATMACI a disparu avec ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel et donc il y a une raréfaction de l'encadrement du planteur. Ce qui veut dire, quand on regarde un petit peu tout ce cadre social, entre guillemets, le planteur est quand même laissé un petit peu aujourd'hui à l'abandon. Et donc la question, c'est qui va prendre la relève? Et enfin, le dernier problème que nous avons, c'est d'observer le cadre environnemental. Ici, vous avez un graphique qui va vous montrer l'évolution ou l'impact plutôt de deux phénomènes qu'on connaît, El Niño qui amène une forte sécheresse en Afrique et La Niña qui amène une forte pluviométrie. Le graphique ici date de 1950 jusqu'à 2006, donc on a quand même une parfaite connaissance des impacts. El Niño, quand c'est rouge, on voit bien que la productivité du cacao s'effondre complètement. Et La Niña, quand c'est bleu, on voit bien qu'au contraire, la productivité du cacao va augmenter. Donc ça, ce sont des facteurs à très court terme que l'on connaît et on voit comment c'est que ça va influencer sur la productivité. Et les graphiques roses que vous voyez à l'heure actuelle, c'est quand il n'y a pas de phénomène ni El Niño ni La Niña, on voit que parfois, ça aussi, ça peut un petit peu changer. Mais le plus important, c'est de dire que si on a une bonne lecture des phénomènes climatiques de court terme, on est aussi capable maintenant de savoir ce qu'il faut faire en termes de prévision et d'encadrement de nos planteurs. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi une question qui se pose, c'est quelle est la situation du cacao dans l'avenir? Et la carte que vous avez ici devant vous maintenant a été publiée en 2011. Et elle est le fruit d'une analyse qui a été faite sur les conditions climatiques de production de cacao, à la fois en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et sur cette carte, en 2011, vous voyez que tout ce qui est vert, ça veut dire que la situation pédologique, climatique est extrêmement favorable au cacao. Et quand vous voyez des petites pointes oranges, des petites pointes jaunes, ça veut dire que, attention, là, on arrive dans des zones où les conditions géographiques ne sont pas forcément favorables au cacao. Et donc, la question que l'on se pose après, c'est que se passe-t-il en 2050? Et c'est la deuxième carte qui va nous arriver. Voilà, donc là, on est toujours sur la carte de 2011, pardon. Et voici maintenant les prévisions que vous avez pour 2050. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus beaucoup de vert en Côte d'Ivoire, ni au Ghana. Et ça, c'est un des facteurs qui inquiète à très long terme excusez-moi, qui inquiète à très long terme à la fois l'État, les acheteurs de cacao, mais aussi qui inquiète nos planteurs parce qu'eux, ils le savent déjà que les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Et c'est cette carte-là qui vous montre qu'il y a un risque à 2050 pour la production de cacao.
Et la presse internationale parle de risques sur le cacao dans les prochaines années. N'est-ce pas le climat de 2050 qui les inquiète? Absolument. Ça, c'est le climat de 2050, c'est un risque que nous avons à très très long terme. En fait, ce qui se passe en ce moment, comme on le disait, c'est qu'on est en train de revenir vers une croissance du marché mondial. D'accord? Donc on assiste à une augmentation de la demande de cacao, notamment dans les pays du Moyen-Orient, en Asie et puis un petit peu en Amérique latine. D'habitude, c'est simplement le marché de l'Europe et des États-Unis qui est un gros consommateur de cacao. Et aujourd'hui, l'inquiétude, c'est de dire, mais si les planteurs ne sont pas vraiment dans une capacité de production immédiate, est-ce que nous serons capables de répondre au marché à très court terme? Et en plus, avec les enjeux que nous avons à long terme. Alors, les difficultés que connaissent les planteurs ne sont pas nées en un jour quand même, Cédric. On ne vient quand même pas de les découvrir. Non, parce qu'en plus, le cacao, c'est une très vieille culture, puisqu'elle nous vient d'Amérique latine. Donc, on a déjà observé un petit peu ce qui se passait avec la plantation de cacao en Amérique latine. Et puis, vous avez pratiquement en 1999, il y avait un grand salon du chocolat, du cacao mondial, pardon. Et le CIRAD avait déjà préparé quelques scénarios en disant, attention, si tout va bien, voilà ce qui va se passer. Mais depuis la fin de l'encadrement, avec les risques climatiques que l'on connaît, si jamais il ne se passe rien, voici à peu près les risques qui vont peser sur les cacaoculteurs. Et effectivement, malheureusement, on est un peu en train de se diriger vers le scénario un petit peu catastrophe. Mais si on veut être capable de restaurer un petit peu la situation, le plus important, c'est de rappeler quelles sont les pressions qui sont en train de peser sur le cacaoculteur. Donc ça, c'est la deuxième animation qu'on va laisser dérouler en entier, qui s'appelle le cycle des pressions. Et on a essayé de vous exposer justement les différentes pressions qui vont peser sur notre cacaoculteur. Donc bien sûr, pour une durabilité, qu'est-ce qu'il nous faut? Le cadre économique, le cadre environnemental, le cadre social. Donc on va laisser dérouler l'animation sans mettre de pause dessus. Et on va pouvoir analyser ensemble le cycle des pressions. Excusez-moi. Donc, la première chose qu'il faut que l'on regarde ensemble, ça va être forcément les pressions économiques qui pèsent sur le planteur. Oh, zut, c'est long. Je ne sais pas si on peut accélérer. Allez-y. Hop, l'accélérer un tout petit peu. En fait, les pressions économiques qui vont peser sur nos planteurs sont relativement simples et elles auront pour conséquence le déclin de la productivité et de la qualité. On l'a dit, nos planteurs n'ont pas beaucoup de revenus. S'ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils n'ont pas de capacité à investir dans les plantations pour faire de la rénovation des plantations ou à investir en coopérative. Ils ont aussi un faible accès au nouveau matériel végétal. On parle de cacao Mercedes, mais ont-ils les moyens d'accéder à ça? Ou travaillent-ils toujours avec de vieilles espèces végétales un petit peu fatiguées? Ils n'ont pas les moyens pour acheter de pesticides, ils n'ont pas de moyens pour acheter des fertilisants, et une des conséquences, c'est qu'ils n'ont pas de revenus forts, il n'y a pas de prime à la qualité. Les deuxièmes pressions que l'on va observer, ce sont les pressions sociales. Alors ici, on se rend compte que les paysans ont un faible accès aux services essentiels, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, des conditions de vie difficiles. Pas d'accès à la santé, à la scolarisation, un faible encadrement agricole, une faible capacité de rémunération et donc la conclusion, c'est une perte d'intérêt pour la cacaoculture. Il en résulte donc automatiquement un déclin de la productivité et de la qualité. Voilà. Alors, Cédric, chaque fois, c'est un peu alarmiste. Hein. Voilà, chaque fois qu'on vous nous montrez des bilans qui nous font un peu peur, mais heureusement que c'est couplé à des propositions. Absolument, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a observé? Problème économique, problème social, problème environnemental. Donc, il faut briser ce qu'on appelle le cycle des pressions. Pour briser le cycle des pressions, que peut-on apporter comme solution aux cacaoculteurs pour améliorer ses revenus? La première question à se poser, c'est l'augmentation du prix. Vous voyez bien que le cacaoculteur ivoirien, et c'est aussi un petit peu le cas du cacaoculteur ghanéen, n'ont pas forcément des revenus très élevés. Donc on ne peut pas avoir d'un côté des gens qui disent interdisez le travail des enfants dans la plantation et que ces mêmes personnes n'acceptent pas d'augmenter le revenu des planteurs pour que justement ils envoient les enfants à l'école et ils soient capables d'investir dans la plantation. Deuxième facteur qui est nécessaire, c'est de restaurer un petit peu un encadrement agricole. Ça veut dire que quand on a détruit entre guillemets la SATMACI dans l'ancien temps, on avait dit le marché privé, le secteur privé va prendre la relève. Mais ça, il a fallu beaucoup de temps. Ça n'est qu'en 2009 qu'on a eu un centre de recherche qui a été créé par Nestlé par exemple en Côte d'Ivoire et qui nous a permis justement de travailler sur de nouvelles semences. Une minute, Cédric. Une minute. Ensuite, il faut aussi améliorer les choses au niveau du cadre social. Ça veut dire qu'on doit retrouver maintenant un maillon qui nous manque entre le planteur et le marché, des personnes qui seront capables de leur favoriser l'inclusion financière, l'accès aux revenus, l'accès à la santé et puis naturellement l'accès au savoir.
La troisième chose maintenant qu'il faut faire, c'est travailler sur le cadre environnemental. Le cacao, vous le savez, c'est un arbre qui vit dans les sous-bois, dans les forêts. Il faut donc lui rendre son écosystème. Il faut arrêter la cacaoculture en plein soleil. Et pour lutter contre le changement climatique, les impacts actuels et les impacts futurs, il faut donc ramener le cacao sous ombrage. Mais attention, il faut bien choisir les espèces végétales pour qu'elles soient favorables au cacao. Fertilisation, ombrage, etc. Merci beaucoup Cédric pour cet éclairage. C'est toujours un plaisir de vous avoir, nonobstant donc la lenteur de ce que vous nous avez proposé au niveau technique. Mais bon, c'est pas bien grave. L'essentiel y était. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours Absolument. avec le même plaisir, même toujours avec cette même fougue environnementale. Pub, et on se retrouve pour le dernier déroulé de ce rendez-vous.